L'actualité de ce soir, les industries locales, la situation de la Sonacos inquiète le syndicat national des corps gras. Pour le cas de la Sonacos, les signaux sont au rouge selon le syndicat. Il attire l'attention des autorités sur les difficultés que traverse la société, vétusté du matériel et difficultés dans la collecte de la graine d'arachide, entre autres points. Vous entendrez le compte-rendu de Papa Bokar Mbow dans cette édition. Conférence internationale de l'Organisation des Nations Unies, la COP 28 à Dubaï, éducation, environnement des pays africains dont le Sénégal pose un acte fort. Ils ont signé la déclaration sur le renforcement de l'éducation climatique. Dubaï, notre envoyé spécial Papa Ibrahim Ndiaye à suivre également dans cette édition. Et puis coopération au Sénégal, coopération Air Sénégal et Air Côte d'Ivoire unissent leurs forces. Un accord de partenariat signé ce matin entre les deux compagnies, une mutualisation pour la réduction des coûts. Le compte-rendu également de Khadija Ndat Diouf au rendez-vous de cette session d'information. Et enfin d'édition, la culture, la rubrique hebdomadaire. Mamadou Dia nous parle ce soir de la mode Dakar Fashion Week. Dakar, la capitale de la mode, du 7 au 10 décembre 2023. Le lancement s'est tenu hier. Cet événement culturel en est à sa 21e édition. La rubrique culture, l'affaire de Mamadou Dia à suivre également en fin d'édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. C'est bienvenue. Je vous l'annonçais dans les titres. Sauver les industries locales. Le souhait du syndicat national des corps gras. Les membres demandent aux autorités de réduire les importations. Samuel Ndour et compagnie invitent ainsi le gouvernement du Sénégal à mener des politiques pour sauver les industries. Le cas de la Sonacos a été abordé. Je vous propose de suivre le compte-rendu signé Papa Bokar Mbow. Le syndicat national des corps gras du Sénégal demande aux autorités étatiques de réserver une part importante de la production des graines d'arachide aux industries locales. Nous avons souffert l'année dernière de manque de graines. Cette année, nous ne voulons pas que ça se répète. Et comme on parle de production record de 1 700 000 tonnes, nous voudrions quand même qu'une belle part soit réservée à l'industrie locale, qui a vraiment beaucoup souffert l'année dernière. Donc c'est pourquoi que nous appelons aux autorités étatiques, nous les sensibilisons pour qu'ils puissent comprendre que cette année, si nous devons encore rater cette campagne-là, c'est la mort de l'industrie locale. Donc ils doivent tout faire pour un bon approvisionnement de l'industrie locale avant même de parler d'exportation. Au-delà du problème d'approvisionnement en graines d'arachide, le secrétaire général déplore la vétusté des ateliers de la Sonacos, facteur de sa baisse de rendement. La Sonacos a deux grands problèmes majeurs. C'est-à-dire l'approvisionnement en graines d'arachide, qui est sa matière première, mais aussi l'industrie locale, les ateliers qui sont vraiment vétustes, parce que datant de très longtemps, qui sont en mauvais état. Donc il nous faut des fonds, un investissement lourd pour vraiment nous remettre à marcher correctement. Samuel Ndour demande un grand investissement pour booster la production de la Sonacos. Le DG sortant Modou Diagne Fada avait eu à demander un fonds de 20 milliards qu'il attendait à recevoir en cette fin d'année. Le directeur général actuel, M. Kibili Touré aussi, a confirmé que ces fonds-là seront reçus. Et il y en a une enveloppe que le ministère de l'Agriculture avait destinée à la Sonacos pour la période de 2024-2026, au moins de 100 milliards. Donc il est prévu qu'en cette année, début d'année de 2024, qu'on puisse recevoir au moins ces 50 milliards pour vraiment booster l'investissement. Parce que nous en avons vraiment besoin de remettre nos ateliers en marche. Le Sénégal prévoit une production d'1 700 000 tonnes d'arachide en 2024. Le syndicat national des corps gras appelle les autorités étatiques à une prise de conscience pour sauver ce qui reste de l'industrie locale.
Autre aspect de l'actualité, année scolaire 2023-2024, dans ce contexte préélectoral, la situation qui prévaut dans les écoles et universités inquiète la COSIDEP, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique, alerte et fait des recommandations. Et c'est pour éviter des perturbations dans le système scolaire. Je vous propose de suivre les détails dans ce compte-rendu signé à l'USAWA. École sénégalaise en ébullition, une université fermée, la présidentielle se profile à l'horizon, la COSIDEP tire la sonnette d'alarme et exprime son inquiétude. Constatant la dégradation progressive du climat scolaire avec les alertes des acteurs, les grèves d'avertissement des syndicats d'enseignants, les manifestations d'élèves, la fermeture prolongée des universités, combinée au réchauffement du front social, la COSIDEP exprime ses vives inquiétudes. La présidente du conseil d'administration fustige la fermeture de l'UCAD, Hélène Ramadian et compagnie exige sa réouverture. La décision de fermer les universités pour quelque raison que ce soit ne peut tenir devant le caractère inaliénable du droit à l'éducation. Le bureau du conseil d'administration recommande d'ouvrir les campus sociaux et pédagogiques des universités. Cette coalition de la société civile veut l'instauration d'un dialogue inclusif et permanent. En plus de cela, la COSIDEP émet des recommandations. Faire de sorte qu'aucune perturbation majeure ne vienne de l'intérieur du système scolaire. Les acteurs politiques à décliner leur ambition pour l'éducation tout en l'épargnant des rivalités politiciennes pour une union sacrée autour de la protection et de la sécurité des écoles, des élèves, des étudiants et de leurs enseignants. Cette coalition pour la défense de l'éducation appelle à évaluer la mise en œuvre des décisions issues des concertations sur l'enseignement supérieur et à lancer le processus de réforme des curricula. À Rufisque, des journalistes formés à la couverture professionnelle du processus électoral, une initiative du collectif des organisations de la société civile pour les élections. Objectif, sensibiliser à l'éthique dans l'exercice du métier en contexte électoral. Je vous propose de suivre la réaction de Moundiaï Sissé. Il est le coordonnateur du collectif au micro de Babacar Sek. L'information devient sensible quand ça concerne les élections. Nous voulons que les informations qui vont sortir des élections soient les informations venant de professionnels. Parce que le journaliste doit être différent du citoyen lambda qui véhicule l'information. Parce qu'il y a une exigence par rapport au code de déontologie qui vous concerne. Nous pensons qu'il s'agit aujourd'hui de renforcer davantage pour ne pas dire renforcer vos capacités, de vous accompagner à pouvoir faire la différence en matière électorale, parce que c'est ça qui nous intéresse, nous, que vraiment les informations qui vont sortir et qui vont aller vers l'opinion soient des informations sorties par des professionnels. Et pour cela, il faut amener les journalistes à maîtriser le cadre légal, le cadre législatif donc et réglementaire concernant les élections. Parce que beaucoup de personnes interviennent dans les élections sans maîtriser le cadre légal et réglementaire lié aux élections. Et nous nous sommes dit, ce serait apporter notre contribution, une valeur ajoutée dans ce que font les journalistes en travaillant à les faire maîtriser davantage le code électoral et tous les codes connexes liés aux élections. Nous avons fait aujourd'hui une formation avec les journalistes de Rufisque. Nous allons en faire dans les autres communautés, dans le monde rural, parce que les élections concernent le milieu urbain mais aussi le milieu rural. Une autre session de formation, c'est celle sur les partenariats publics-privés. Des acteurs ont reçu leur attestation de fin de formation. Il s'agit de 150 professionnels. Ces agents sont chargés de la mise en œuvre du dispositif légal et réglementaire des PPP, partenariats publics-privés. Ils ont été formés à la préparation et à la structuration. Baya Sambolo, consultant et responsable du programme de formation que voici au micro de ITV.
c'est un concept qui fait suite à la nouvelle loi de partenariat public-privé qui a été promulguée en 2021 et qui consiste à la vulgarisation de cette loi ainsi que en des sessions de formation destinées aux autorités contractantes. Ces sessions de formation ont porté essentiellement sur des aspects liés aux notions sur les partenariats publics-privés, ainsi qu'à l'identification, à la préparation et à la structuration des partenariats publics-privés. Ensuite, nous avons pu former les participants en passation et en exécution des contrats de partenariat public-privé, ainsi qu'au contrôle a priori et à la régulation des contrats de partenariat public-privé. La formation, disons, a porté sur la mise en œuvre d'un contrat de partenariat public-privé. Depuis l'identification de ce programme, de ce projet, jusqu'à sa passation et son exécution. Et nous parlons à présent de la situation des travailleurs des collectivités territoriales du FERA vers une revalorisation des rémunérations des 24 000 agents, des agents recrutés dans le cadre du programme Xëyu Ndaw ñi. L'information est du directeur général du FERA, Papa Ibrahima Faye, au micro de Muntaga Kana. C'est dans le cadre du programme Xëyu Ndaw ñi initié par son Excellence le chef de l'État et dont une partie est mise en œuvre par le FERA, qu'on appelle communément les agents donc, du FERA dans les collectivités territoriales qui sont au nombre actuellement de plus de 24 000 agents à travers le Sénégal. Le président avait donné instruction au FERA d'aligner tous les salaires des cantonniers de ce programme-là aux autres, en tout cas, bénéficiaires des autres ministères qui sont en train de mettre en œuvre ce programme. Et à ce titre, les salaires des agents donc, des mairies financés par le FERA vont connaître une augmentation de salaire. Ceux qui avaient 60 000 vont avoir 100 000 francs, donc ceux qui avaient 75 000 vont être à 125, ceux qui étaient à 100 000 vont être à 150 000, ainsi de suite. Donc il y aura une augmentation dès le mois de janvier. Papa Ibrahima Faye, directeur général du FERA, le FERA, Fonds d'entretien routier autonome. Les responsables ont procédé hier à la visite des travaux de la piste Fatick-Diarer-Diohine, une piste qui s'étend à 25 km pour un coût global de 495 millions de francs CFA. Pour l'heure, il faut noter que l'état d'avancement des travaux est à 80%. Le compte-rendu est signé Muntaga Kana. Cette piste, qui était dans un état de délabrement très avancé, n'était plus empruntée par les usagers, ce qui avait causé l'isolement de Diarer et de Diohine. Aujourd'hui, cette situation est devenue un mauvais souvenir. Nous sommes venus ici pour faire le suivi des travaux de la piste Fatick-Diarer-Diohine sur un linéaire de 25 km. Pour un coût total de 495 millions de francs CFA. Pour dire, avec des travaux qui sont estimés à 6 mois, et aujourd'hui nous sommes à 80% d'exécution donc, de ces travaux-là. Cette piste importante qui désenclave Diarer, mais aussi l'ensemble des villages donc, environnants sur le linéaire de 25 km, qui permet donc aussi de développer et de sédentariser les populations avec le développement donc, des activités sylvopastorales au niveau de la zone. En tout cas, nous envisageons et nous allons mettre toute la pression possible pour que l'entreprise puisse terminer à date. Les populations se sont montrées très enthousiastes, les autorités municipales aussi. C'est un ouf de soulagement que nous avons avec le temps d'avancement des travaux, parce que nous savons que cette piste-là, elle est une piste principale. Pendant la période hivernale, les populations ont beaucoup de difficultés pour pouvoir rallier Fatick.
même pour les évacuations sanitaires, s'il y a un cas d'urgence, les populations ont toujours eu des problèmes pour vraiment évacuer les malades au niveau du centre de santé ou de l'hôpital régional de Fatick. L'appétit vient en mangeant. C'est le cas de le dire avec ces populations qui songent déjà à voir un jour cette piste goudronnée. Mountaga Kane, éducation, environnement, COP28, la conférence internationale de l'Organisation des Nations Unies qui se tient actuellement à Dubaï. 4 pays africains, dont le Sénégal, ont signé la déclaration dite de Dubaï, une déclaration sur le renforcement de l'éducation climatique. Des militants écologiques sénégalais applaudissent mais avertissent. Ils comptent faire le suivi pour que cette signature soit traduite en actes dans les pays respectifs à Dubaï. Nous retrouvons notre envoyé spécial, Papa Ibrahima Ndiaye. La Sénégalaise et militante de l'environnement a le sourire aux lèvres à Dubaï. Des pays africains, dont le Sénégal, viennent de poser un acte fort en faveur d'un dossier, celui de l'éducation environnementale en Afrique. Le Sénégal, le Burkina Faso, le Togo, la Côte d'Ivoire ont signé à l'occasion de la COP28 la déclaration de Dubaï sur le renforcement de l'éducation climatique en Afrique. Donc dans les écoles, installation de notre première pépinière dans le lycée Alpha Molo Baldé de Kolda. Parce qu'il est revenu dans toutes les conventions qui régulent l'environnement, le changement climatique ou le développement durable, que l'éducation fait partie des leviers, des solutions pour aller vers un changement de comportement. Mais cette question de l'éducation, de la formation, même si elle est considérée comme une question essentielle, n'a pas encore jusque-là mobilisé assez de ressources. Donc c'est pourquoi cette initiative elle est pertinente. Marème Ndour s'en réjouit et demande de porter encore plus haut les couleurs de l'éducation environnementale sur le continent. Nous attendons aussi que l'État du Sénégal puisse aussi disons, répondre à toutes ces attentes des communautés et des jeunes à travers l'accompagnement. Et quand je dis accompagnement, je ne fais pas toujours référence à l'accompagnement financier, mais je pense la prise en compte et même, disons, le fait d'inclure ces organisations qui travaillent à la base avec les communautés dans leurs actions quotidiennes de renforcement de capacité d'inclusion, d'éducation environnementale est pour moi aussi importante que l'accompagnement financier. L'environnement dans les salles de classe et également au tableau, c'est la matière préférée de Djibril Niang, directeur exécutif de l'Organisation des jeunes volontaires pour l'environnement Sénégal. C'est quoi les changements climatiques? Il ne faut pas te dire réellement ce que c'est que les changements climatiques. Ce ne sont que des définitions. Qu'est-ce que l'eau, qu'est-ce que le vent et tout ça. Ce n'est pas ça. Il faut apprendre aux enfants à comprendre le changement climatique et à pouvoir développer des systèmes, à comprendre quelle est l'importance de l'arbre dans les changements climatiques. Donc c'est ça qu'il faut apprendre aux enfants, mais pas juste des définitions. Et moi je pense que maintenant ce qu'il faut faire dans le curriculum qu'on considère comme vide parce que rempli de définitions, c'est de trouver un contenu qui va vraiment renseigner les enfants sur ce que c'est que le changement climatique. Ces acteurs de l'éducation environnementale espèrent que d'ici la prochaine conférence, des partis sur le climat d'autres pays africains vont rejoindre l'initiative. Pour ce qui est du Sénégal, les militants attendent des actions concrètes de la part du gouvernement avant d'accorder leur note. Envoyé spécial à la COP28 à Dubaï, à Papa Ibrahima Ndiaye, puis signature de convention entre Air Sénégal et Air Côte d'Ivoire. Les deux compagnies veulent, à travers cet accord, une mutualisation des forces, un accord de partenariat qui vise également à améliorer l'expérience des voyageurs, mais aussi à réduire les coûts des compagnies. Khadija Ndal Diouf et Seleman Diallo. Air Sénégal et Air Côte d'Ivoire procèdent à la signature de leur protocole d'accord. Selon le directeur général de Air Sénégal, ceci permettra aux deux compagnies d'améliorer leurs performances. Alors, la motivation, elle est très importante parce qu'en fait, c'est deux compagnies sœurs, Air Côte d'Ivoire et Air Sénégal, qui opèrent dans le même réseau pratiquement. Et on s'est rendu compte qu'il serait très important que ces compagnies aillent en synergie
de façon à ce qu'il y ait une mutualisation de toutes les forces, que ce soit dans le domaine de maintenance, que ce soit dans le domaine commercial, marketing et dans l'approvisionnement des pièces d'avion, etc., le carburant, le catering, c'est-à-dire tous les produits qui vont dans l'avion. Alors cette synergie permettra aux deux compagnies d'être très performantes, surtout que ce n'est pas des compagnies qui sont dans la concurrence. Cette mutualisation de force entre ces deux compagnies ne sera que fructueuse. Selon les deux directeurs généraux, entre ces deux compagnies aériennes, les tarifications seront vues à la baisse. Le passager va se rendre compte que même la tarification sera vue vers la baisse parce qu'aujourd'hui, il n'y aura plus en réalité ce dumping qui existait entre ces deux compagnies. Quand Air Côte d'Ivoire monte, je monte. Quand Air Côte d'Ivoire descend, je descends. Non. Et ensuite, en faisant cette synergie, nous utiliserons la même flotte, les mêmes équipages, le même personnel, les mêmes types de maintenance, etc., le carburant. Et ça va réduire les coûts d'exploitation des deux compagnies. Et donc, inévitablement, ça va jouer sur le pricing et sur le prix des billets. Et donc, tout de suite, le passager se rendra compte que... Et ce n'est pas seulement entre Dakar et Abidjan, ça va jusqu'à Johannesburg, ça va jusqu'à New York. Comment ces deux compagnies aériennes comptent gérer les défis potentiels qui pourraient surgir pendant la mise en œuvre de ce protocole d'accord? Le directeur général de la compagnie Air Côte d'Ivoire reste positif. Les équipes sont très engagées. Pour nous, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionnera. Avec bientôt un centre de maintenance au Sénégal, la compagnie aérienne sénégalaise parle d'une mutualisation pour optimiser les coûts. Rencontre sur l'inclusion sociale des déficients intellectuels. Le spécial olympique a organisé un symposium en ce sens et c'est pour se donner les moyens et améliorer la prise en charge des personnes déficientes intellectuelles pour une meilleure inclusion sociale. Le professeur Ousmane Diaye, président du comité scientifique des spéciales olympiques, voici au micro de Sekou Seydisha. Nous avons travaillé sur les différents panels qui doivent être planifiés au cours de ce symposium qui me paraît extrêmement important. Et l'objectif de ces panels était de pouvoir, au décours des discussions, d'avoir des orientations ou bien des recommandations fortes qui permettront de mettre en place des stratégies pouvant améliorer les choses dans le sens de l'inclusion dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de l'information, de l'insertion professionnelle et de la formation, de l'approche genre, surtout de la santé. Il faudra beaucoup insister sur l'accès équitable au système de santé, mais également l'accessibilité au plan fonctionnel au système de santé à travers l'application de toutes les lois, les textes qui ont été émis par le gouvernement du Sénégal, qui sont des textes qui sont vraiment très clairs, mais qu'il faudrait appliquer. Colère des artisans de Saint-Louis, ils sont très remontés contre le projet d'employabilité des jeunes par l'apprentissage, un projet financé par la Banque mondiale à hauteur de 30 milliards de francs CFA. Ces artisans réclament le matériel de travail qui leur a été promis depuis Maodo Malik Ndiaye, que je vous propose de suivre. Il est leur porte-parole du jour. 8000 artisans que l'État du Sénégal a fait offrir des lots de matériel en estimant 1 million de francs et que les artisans ici présents, depuis 2019 jusqu'à nos jours, réclament ce que de droit à l'État du Sénégal. Et toujours les mêmes faits se réalisent au niveau du projet. Raison pour laquelle nous demandons solennellement à l'État du Sénégal, qui a fait un acte positif envers les artisans, que l'État du Sénégal nous a offert le projet PEJA, financé par la Banque mondiale, et que les artisans ici présents vraiment félicitent le président de la République à son acte. Maintenant, depuis que le PEJA a réalisé des formations comme l'entrepreneuriat et la formation pédagogique, les artisans attendent toujours avec l'impatience leur matériel. Et que, en ce moment, les fournisseurs sont en train de distribuer les matériels
par quota de 15 ou 30 personnes. Et que cela, les artisans de Saint-Louis déplorent cela. Nous ne faisons pas partie des artisans qu'on veut diviser. Nous réclamons ce que de droit, non matériel, le plus rapidement possible. J'ai compris la rubrique culture à présent. À l'honneur ce soir, la mode, 21e édition de Dakar Fashion Week. Cet événement culturel, une plateforme d'échange entre stylistes, designers, mannequins et entrepreneurs. Dakar Fashion Week, le lancement s'est tenu hier, jeudi 7 décembre 2023 et c'est du 7 au 10 décembre 2023. La culture, la rubrique est signée Mamadou Dian. Au fil des années, Dakar Fashion Week a évolué, devenant un rendez-vous incontournable de la mode africaine. Cette année, l'innovation, les esprits créatifs. C'est l'innovation, c'est toujours les créateurs parce que comme vous le savez, on ne prend jamais les mêmes créateurs. Donc Eli n'est pas venu dans la plateforme depuis quelques années. Il ramène une collection vraiment couture fait spécialement pour nous. Imprint also bringing really a beautiful collection. Donc c'est toujours les créateurs finalement parce que c'est jamais répétitif. Ça c'est toujours l'innovation. Phare de l'industrie de la mode africaine depuis 21 ans, des mannequins, des designers, des créateurs, des entrepreneurs. Dakar Fashion Week, plus qu'une célébration de la créativité africaine, une plateforme d'échange. C'est vraiment pour nous, c'est important de créer une plateforme où tout le monde peut s'exprimer. Parce que pour nous, la mode, c'est vraiment qu'un prétexte. C'est un prétexte à l'entrepreneuriat au féminin, pour moi déjà, mais à l'entrepreneuriat tout court. C'est un prétexte pour aussi faire évoluer notre écosystème de créatifs. Voilà, c'est pas que la mode, il y a les artistes, il y a les artisans, les squad model agency, il y a tout. Par exemple, Khadija, elle est là, elle va aider des mannequins à réaliser leurs rêves. C'est très important pour nous. Mathieu, il est là, il va ramener ce côté art vraiment visuel et finalement, ce qu'il fait est très proche de ce qu'on fait parce qu'il utilise des tissus. Des entrepreneurs triés sur le volet et d'autres des invités de la sous-région et d'ailleurs. Une plateforme d'entrepreneurs culturels, une aubaine pour les stylistes et modélistes et mannequins sénégalais. Moi, l'idée d'amener des gens, c'est de pouvoir les mettre en contact direct avec les entrepreneurs et les créatifs. Des participants sélectionnés à la suite de près de 1000 candidatures, Dakar Fashion Week, plus qu'un défilé, un show sur les podiums devant 600 à 700 spectateurs et diffusé sur le petit écran. La culture, l'affaire de Mamadou Dian. Merci beaucoup pour toutes ces actualités. C'est la fin de ce journal. Je rends l'antenne à Baba Ndiaye pour la suite de votre magazine d'information RSA. Retour sur l'actualité et passer d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV. Aminata, merci beaucoup Aminata Ndonka pour la présentation de cette édition du soir. Alors, mbokk yi ñu del soir seen émission RSA dina ginnaaw nag xabaar